Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Élisée Sarin, L'organisation en procès 2022. Philippe Duez, Habiter un monde plus humain. L'éthique d'un contrat géographique fondé sur le vivable, 2022. Quentin Meux, La République des valeurs 2022. Yahya El Yayaoui, Les communs numériques, propriété, économie de partage et gouvernance polycentrique, 2022. Jacques Langlois, Pour un changement anticapitaliste de société, 2022. Sébastien Roffa, Faire du rêve une réalité, l'histoire de Disneyland Paris, nouvelle édition 2022. Frédéric Debaumy, Le monde de Macron, La gauche défaillante et moi perplexe, 2022. Jacques Arnoux, La guerre de l'espace aura-t-elle lieu, 2022. Chrysostome Cijika Kayombo, Analyse systémique et axiologique appliquée à la pratique de philosophie de l'éducation, 2022. Olivier Caremelle, Argent, transfert, droit TV, Le foot à l'agonie 2022. Daniel Favary, Le référendum d'initiative citoyenne. Mode d'emploi. Pour une démocratie participative, 2022. Arnaud Maigre, L'innovation vertueuse. L'économie par les valeurs, 2022. Alexandre Baumann, Économie du militantisme, le paradoxe du cancer militant 2022. Remerciements. Cet ouvrage est le fruit d'une journée d'études interdisciplinaires sur le thème de la catastrophe organisée en décembre 2018 à la Sorbonne Nouvelle. Nous remercions pour leur soutien Carl Bonafou-Murat, ancien président de la Sorbonne Nouvelle, et Daniel Mouchard, directeur de l'UFR-LLCSE, Langue, littérature, culture et sociétés étrangères, ainsi que les laboratoires ICE, Intégration et coopération dans l'espace européen, EA 2291, et Prisme, Langue, texte, art et culture du monde anglophone, EA 4398. Introduction. Catastrophe S, parlons-en. Catastrophe S, parlons-en. Le point d'exclamation ponctuant le titre de cet ouvrage ne manifeste pas seulement une certaine urgence à parler de sujets tragiques qui font ou ont fait l'actualité, il marque aussi la ferme intention des auteurs de passer outre une forme d'injonction paradoxale à tenter de décrire, comprendre, en somme, mettre des mots sur des réalités dont on ne sait quoi dire ou penser a priori. C'est précisément cette difficulté à dire ou à prédire la catastrophe qui est au cœur de cet ouvrage collectif, et ce, quelle que soit la discipline. Histoire, géographie, économie, linguistique, littérature et autres sciences humaines et sociales. Le choix des termes même pose problème. Comment nommer l'innommable, l'inconcevable, l'inimaginable? Comment penser la catastrophe, la mettre en langage, contre l'effroi, l'aveuglement, l'inconscience? La catastrophe, du grec catastrophe, désigne étymologiquement parlant un renversement, le passage irréversible d'un état à un autre. La catastrophe implique un moment définitif et sans retour, marquant l'entrée dans une nouvelle temporalité et une réalité encore inconnue. On ne peut s'empêcher de faire le lien avec le mot chaos, du grec chao, qui selon le littré signifie ouverture, abîme et semble partager avec le mot catastrophe la même syllabe sanscrite ka ou cavité. La catastrophe ouvre donc sur un abîme dont le sens nous échappe. Elle se distingue de la crise qui désigne plus étroitement un moment critique, transitoire pouvant se résorber de lui-même, compréhensible et sur lequel malgré tout, nous pouvons agir. Le mot crise, du grec krisis, de crinin séparé juger, littré, signifie à l'origine décision, jugement comme le souligne Gordon Wu, 2011 page 2, vexed decision making under uncertainty over what may happen, une prise de décision délicate dans l'incertitude de ce qui peut se passer. Plus couramment, le terme de crise est réputé appartenir au registre médical. C'est la phase aiguë d'une maladie qui se manifeste par des symptômes inquiétants. La crise peut évoluer dans un sens ou dans un autre, être plus ou moins fatale.
L'incertitude de l'issue semble être une caractéristique inhérente à la notion de crise. Dans certains cas, elle est prévisible et sa prévention possible, dans d'autres cas la crise se manifeste de manière inattendue et il est trop tard pour intervenir et la prévenir. La catastrophe se situe au-delà de ce dilemme dans la mesure où l'incertitude fait place à la certitude du point de non-retour. La catastrophe est synonyme d'impuissance face à l'événement qui la déclenche, qu'il soit prévisible ou pas. Peut-être est-ce pour cette raison que le mot catastrophe n'est jamais employé par les gouvernements, même pour désigner la grande crise de 1929, catastrophe s'il en fut. Le choix des mots. Mais ce non-dit masque-t-il une impuissance à penser la catastrophe, ou s'agit-il plus simplement d'une précaution de langage? Et pourquoi pas cataclysme du grec kataklysmos de kata sur et klysmos action de mouiller littré? Le cataclysme est avant tout synonyme de déluge. Celui de la Bible ou celui évoqué par Ovide, provoqué par Zeus qui ne laissa pour repeupler la terre que Deucalion et Pyrrha. Ovide, Métamorphose, Livre 1, ou encore celui qui engloutit l'Atlantide. Cataclysme ou catastrophe. Les termes s'équivalent pour souligner l'impuissance de l'homme face aux dieux et aux forces naturelles qui les submergent ou les dépassent. Et comment ne pas entendre encore ces mots de Chrysia dans le Timée de Platon qui rapporte l'adresse d'un patriarche égyptien au sage Solon. Solon, Solon, vous autres Grecs vous êtes toujours des enfants. Un Grec n'est jamais vieux. À ces mots Solon de répliquer. Comment l'entendez-vous? Et le prêtre, vous êtes jeunes tous tant que vous l'êtes par l'âme. Car en elle vous n'avez nulle opinion ancienne provenant d'une vieille tradition, ni aucune science blanchie par le temps. 22b, Opsite, page 132 à 133, et d'ajouter et d'abord vous ne vous rappelez qu'un seul déluge terrestre, alors qu'il y en a eu beaucoup antérieurement, 23b, Ibidem, page 134. En effet, n'est-ce pas être un enfant que n'avoir point de mémoire et ne vivre que dans l'insouciance du présent? Nous qui vivons au XXIe siècle, serions-nous des enfants, sans mémoire ni expérience de la vie, au même titre que les Grecs, ne serait-ce que face à l'urgence climatique ou au danger des armes nucléaires? Ou bien sommes-nous déjà des vieillards bornés qui, malgré nos civilisations millénaires, faisons fi de l'histoire? Ainsi, les périodes sombres et meurtrières des siècles passés, les guerres, les déluges et autres cataclysmes qui frappent de larges territoires de la planète ne nous empêchent pas de continuer à fabriquer des armes, à bâtir des villes au pied des volcans et des centrales nucléaires sur des zones sismiques. Sommes-nous des enfants pour agir ainsi? N'est-ce pas plutôt faire preuve d'arrogance face aux dieux et aux puissantes lois de la nature? On serait enclin à le penser dans la mesure où la plupart des catastrophes naturelles sont en fait causées par le manque de sagesse et l'incurie des hommes. Il n'est pas anodin après tout, que le Chrysia de Platon qui rapporte l'ascension et la déchéance de l'Atlantide demeure inachevé, brutalement interrompu sur ces mots annonciateurs du déluge imminent. Zeus voulut leur appliquer un châtiment, afin de les faire réfléchir et de les ramener à plus de modération. À cet effet, il réunit tous les dieux dans leur plus noble demeure. Elle est située au centre de l'univers et elle voit de haut tout ce qui participe du devenir. Et les ayant rassemblés, il dit, Chrysia 121c, page 274. Au plan étymologique, et comme le mentionne le littré, le sens du mot catastrophe ne doit pas être confondu avec la réalité exprimée par deux autres mots proches, la calamité et le désastre. L'étymologie permet, comme cela arrive souvent, d'apporter une nuance fondamentale. La calamité est d'origine un fléau qui ravage les moissons, de là un fléau naturel. Le désastre est l'influence d'un astre qui cesse d'être favorable, désastre. C'est un revers, un malheur infligé par la fortune alors que la catastrophe est un renversement sens dessus-dessous, littré en ligne. Pour éclairer ces nuances de sens aujourd'hui, on dira par exemple que la pandémie du Covid-19 peut d'abord être comprise comme une calamité, fléau naturel, puis devenir un désastre ou un revers de fortune pour un pays dont l'économie serait conduite à la faillite et enfin, dégénérer en catastrophe si cette faillite entraîne un bouleversement irréversible de la société. Une même échelle de graduation peut s'appliquer à nos situations individuelles. Certains ont été touchés par la perte de leur emploi ou le décès d'un proche et ont vécu la pandémie comme une catastrophe si elle a eu pour conséquence un bouleversement total et irrémédiable de leur vie. Ainsi le terme catastrophe est-il utilisé relativement à un pays ou à une société particulière, mais aussi à l'individu en soi.
Pourtant, il est fréquent lorsqu'il s'agit d'un bouleversement intime chez une personne, d'utiliser le mot traumatisme du grec trauma, blessure, physique ou morale. Le terme de catastrophe s'appliquerait dans ce cas à un individu dont la blessure est irréversible. Il est particulièrement approprié pour désigner un événement brutal, instantané, au contraire de la crise qui peut être larvée, durable, voire permanente. À cet égard, les concordanciers nous renseignent utilement sur les collocations de ces différents mots-clés. La crise est financière, asiatique, d'appendicite, de foie, endémique, monétaire, pétrolière, économique. La catastrophe quant à elle est humanitaire, artificielle, militaire, parfois séduisante ou émotionnelle. Ceci pour Le Monde 1998, Corpus Lex Tutor en ligne. Une recherche plus approfondie dans le French Web 2017, 5,752 261,039 mots, montre que c'est c'est le mot crise qui est le plus utilisé avec 683 349 occurrences, contre 150 999 pour la catastrophe, 44 509 pour le terme désastre et 10 770 fois pour cataclysme. La catastrophe à la fois comme substantif et comme phénomène serait donc moins fréquente que la crise en particulier. L'adjectif le plus utilisé pour qualifier la catastrophe est naturel, 23 006 occurrences, et pour crise, l'adjectif cardiaque compte 12 128 occurrences. D'une manière générale, le terme de crise a souvent valeur d'euphémisme comme le montre l'association Crise syrienne, 2170, pour qualifier ce que d'aucuns considéreraient comme une catastrophe humanitaire, 1142. La collocation verbale la plus fréquente avec le terme catastrophe en tant qu'objet est éviter, 2133, et avec le terme crise résoudre, 35 676, les expressions résoudre une crise et éviter la catastrophe sont les plus fréquentes. Ce qui semble corroborer la différence de sens entre les deux termes définis précédemment. En ce qui concerne les adjectifs, voici un tableau récapitulatif qui présente les 13 collocations les plus fréquentes pour chaque mot-clé. On note que les termes désastre et cataclysme sont beaucoup plus rarement utilisés avec les adjectifs phares de catastrophe ou crise, tels que naturel, écologique, économique ou encore climatique. En considérant les deux types d'adjectifs, qualificatifs comme pire, effroyable, actuel, et les adjectifs relationnels, c'est-à-dire formés à partir de noms et qui ont valeur de complément de nom ou de proposition relative, ferroviaire, de chemin de fer, ou volcanique, qui est dû à un volcan, il apparaît que le cataclysme est celui qui appelle le plus d'adjectifs qualificatifs, 8 13e, le désastre 6 13e, la crise seulement 2 et la catastrophe 2 également. Ceci montre que les termes de catastrophe et de crise ont des compléments caractérisés, routinisés en quelque sorte. Il serait donc possible de dire la crise ou la catastrophe. La crise sera humanitaire, la catastrophe nucléaire. Notons encore que la catastrophe est d'abord naturelle, ce qui confirme les définitions antérieures, à savoir la dimension non humaine ou qui échappe à l'humain, contrairement à la crise qui est d'abord économique, c'est-à-dire propre à un domaine de la connaissance, en deçà des frontières de l'impensable. On pourrait analyser plus en détail ces éléments fournis par le French Web 2017 et le logiciel Sketch Engine, mais au vu de ces considérations, il semble d'abord que le terme catastrophe soit associé à des domaines variés. Ce qui le différencie de désastre et cataclysme, c'est avant tout sa fréquence d'usage, et contrairement à la crise, sa propension à venir à l'esprit et à la bouche d'un locuteur, proprement dépassé par la situation et ce, de manière irréversible. Comment dès lors construire un ouvrage sur le thème de la catastrophe, qui ne soit pas inscrit fondamentalement dans la pluridisciplinarité? La démarche peut surprendre, qui consiste à articuler des chapitres aussi différents pouvant porter tour à tour sur la Shoah, Hiroshima ou une poétesse anglaise célébrée en France à la fin du XXe siècle. Pourtant, il est dans la nature même du concept de catastrophe de se prêter à ces objets divers. S'il n'existe pas de typologie unique des catastrophes, il convient, dans le cadre de cet ouvrage, d'adopter un angle de vue qui cherche à comprendre les différentes manières d'exprimer ce sentiment d'impuissance à dire la catastrophe. Ainsi, nous a-t-il semblé particulièrement fructueux d'aborder cette injonction paradoxale sous l'angle de la temporalité, en distinguant 3 types de discours selon que la catastrophe renvoie à un événement passé, présent ou à venir. Concernant la catastrophe passée, il apparaît que nous savons en parler sans être capables pour autant d'en tirer toutes les leçons.
Si l'on prend l'exemple d'Hiroshima, il a fallu attendre 75 ans pour voir un 50e pays, sur environ 200, ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires au terme de patients efforts qui valurent à l'association ICAN d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2017. La guerre de 14 à 18 n'a pas été la der des der, et la crise de 29 n'a en rien empêché la survenue de crises contemporaines. Sur la catastrophe actuelle ou présente, on commente le plus souvent une réalité en cours mais sans rien en dire véritablement. En effet, faute de pouvoir la replacer dans son contexte, on ne peut l'objectiver. L'événement se déroule en tant que tel sans qu'aucun discours ne puisse être construit, ni véritablement faire sens. Quant à la catastrophe à venir, on l'évoque comme une réalité non encore advenue mais certaine. Malgré la connaissance qui nous permet de la prédire, démonstration est faite qu'elle se produira, voire que déjà nous la vivons en temps réel. L'exemple du réchauffement climatique, à la source de bien des calamités futures, illustre parfaitement ce point. Les savoirs, les discours et les alertes de la société civile restent impuissants à la prévenir. S'il est aujourd'hui possible de calculer ou modéliser la catastrophe comme le suggère Wu en prenant pour exemple l'utilisation des mathématiques dans le domaine de la stratégie militaire, ou l'utilisation des statistiques ou de la théorie de la probabilité dans les secteurs les plus variés, quels savoirs et quelles actions en tirer? Il demeure toujours, selon lui, en irréductible level of uncertainty intrinsic to complex dynamic systems and epistemic uncertainty associated with lack of knowledge. Hop cité, page 324. Un niveau irréductible d'incertitude intrinsèque au système dynamique complexe et une incertitude épistémique liée au manque de connaissances. Mais le plus souvent, ce n'est pas tant cette incertitude épistémique qui est en cause, que l'aveuglement, l'irrationalité ou encore l'absence de sens des responsabilités. En effet, même si l'on sait que la catastrophe est certaine, nous n'y croyons pas suffisamment pour mettre en œuvre ce qui permettrait de l'éviter depuis 2002. Si l'on veut tirer les leçons des catastrophes passées et conjurer les catastrophes à venir, aussi bien dans le domaine de l'écologie que dans ceux de la santé, de l'économie, de la culture ou de la paix, il faut les considérer comme des faits certains, autrement dit y croire sans pour autant tomber dans la collapsologie et autres millénarismes, version moderne du catastrophisme. La collapsologie peut en effet être définie comme une science des catastrophes, soit l'exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle, et de ce qui pourrait lui succéder, Servigné et Sperluet-Stevens, 2015, page 253. Plus précisément, la collapsologie considère que les catastrophes sont inéluctables et ses défenseurs sont convaincus que la 6e extinction de masse est déjà en cours. Destruction de la biodiversité, déforestation, émissions de CO2, etc. Cravatte dans Loire 2019. Ils expriment une croyance fataliste en la catastrophe qui se traduit par la construction d'abris et la mise en place de stratégies de survie dans un monde post-apocalyptique. A contrario, la croyance en la certitude des catastrophes chez Dupuy est la condition préalable indispensable pour que les discours catastrophistes n'en restent pas au stade de l'imprécation ou de la peur, mais soient suivis d'actions préventives. Le fait de croire collectivement à la catastrophe à venir constitue selon lui un puissant levier pour la prévenir. D'une certaine manière, les catastrophes sont par définition indicibles, ne serait-ce que par leur effet de sidération et aussi parce que la destruction qu'elles engendrent coupe court à toute parole humaine. D'où la question: comment exprimer l'indicible? Cet ouvrage se propose d'interroger la manière dont les disciplines parviennent à appréhender la catastrophe, en l'occurrence ici, les sciences du langage et la linguistique, les sciences juridiques, politiques ou économiques, et la littérature. Comment ces disciplines abordent-elles les catastrophes passées, présentes et à venir? Comment dire la catastrophe après qu'elle soit advenue ou pendant qu'elle advient? Comment la prédire afin de mieux la prévenir? La première partie de cet ouvrage, A-t-on appris, peut-on apprendre des catastrophes du passé? Concerne les catastrophes absolues, historiques ou intimes qui sont indicibles par excellence. On pense ici au génocide, à la course aux armements nucléaires, à l'entrée dans l'ère de l'Anthropocène, ou encore à l'œuvre interrompue de poètes ou d'écrivains marquée par la conjonction entre le traumatisme personnel et les événements terrifiants du siècle dernier. Patrice Bouvray, directeur de l'Observatoire du nucléaire, nous propose un chapitre intitulé « Le nucléaire comme catastrophe. Sortir du déni,
dans lequel il montre que la catastrophe d'Hiroshima et de Nagasaki ainsi que les effets incalculables qui se font sentir aujourd'hui à la suite d'essais menés pendant des décennies, n'est toujours pas entendue comme telle, malgré les arguments qui dénoncent l'aveuglement et le déni. Ricarda Schneider, maîtresse de conférences en études germaniques à l'université Sorbonne Nouvelle, traite de la Shoah qui signifie catastrophe en hébreu. Dans Au bord de la Shoah, fuir pour échapper à la catastrophe, elle se propose d'analyser quelques récits de vie issus d'un corpus connu sous le nom de Israel Corpus. Ce corpus, collecté dans les années 1990 auprès de locuteurs âgés de 65 à plus de 80 ans, réunit des entretiens autobiographiques menés avec des juifs germanophones ayant fui l'Allemagne et l'Autriche dans les années 30 du siècle dernier pour émigrer en Palestine. Dans sa contribution Catastrophe intime et création poétique chez Kathleen Rennes, Claire Garnier-Tardieu, professeure des universités à la Sorbonne Nouvelle, explore la notion de catastrophe intime dans ses interprétations symboliques à travers l'écriture autobiographique et poétique de Kathleen Rennes, poétesse anglaise du XXe siècle, 1908 à 2003, spécialiste de William Blake et des romantiques anglais, dont l'œuvre a fait objet de nombreuses traductions en France. Elle fait émerger un pattern observable chez certains de ses contemporains comme Sylvia Plath, Virginia Woolf et David Gascoigne pouvant mener jusqu'à la mort et la fin de l'écriture. C'est aussi une manière de mettre en valeur une auteure dont l'œuvre rebelle revêt un sens particulièrement puissant au XXIe siècle. La deuxième partie intitulée « Catastrophe en cours, comment en parler ?» interroge la manière dont on peut informer ou saisir le réel lorsque nous sommes plongés au cœur même des événements, que les mots dont nous disposons sont impuissants à les désigner ou que volent en éclats les vérités et les réseaux habituels de signification. La raison n'est plus en mesure d'argumenter clairement, ni de justifier des actions possibles. La réalité déborde le sens des mots qui se heurtent ou se font concurrence. On assiste à une guerre des discours entre spécialistes. C'est le cas de catastrophes telles que le 11 septembre, Fukushima ou la crise du Covid saisie dans leur déroulement. Charlotte Danino, maîtresse de conférences en linguistique à la Sorbonne Nouvelle, adopte le cadre théorique et analytique des sciences du langage pour étudier les discours sur les événements catastrophiques, en se concentrant sur l'étude de l'événement en cours. Ce chapitre intitulé « Dire la catastrophe » examine ainsi une couverture médiatique en temps réel du 11 septembre 2001. Les 4 premières heures du direct de CNN. Ce direct audiovisuel du début du siècle est ensuite mis en regard de live du Monde.fr durant le premier confinement dû à la crise du Covid-19. Sélection de journée du printemps 2020. Patrick Dieuhed est maître de conférences en sciences économiques à l'université Sorbonne Nouvelle, habilité à diriger des recherches. Dans sa contribution intitulée « La politique économique dévoilée par la pandémie. Chronique d'une transition vers le monde d'après », il s'interroge sur la capacité de l'Union européenne et du gouvernement français à faire face à l'incertitude radicale qui entoure la crise économique, sanitaire et sociale causée par la diffusion du Covid-19. Plongés dans un futur sans avenir, les gouvernements peinent à agir dans un monde où l'urgence est devenue permanente, où les discours et les décisions des États sont dominés par le tempo de la pandémie. La troisième partie pose la question de savoir si les mots peuvent prédire pour prévenir la catastrophe. Les discours sur la catastrophe ont-ils une quelconque valeur performative ? Quelles actions ces discours préventifs peuvent-ils engendrer ? Quels relais peuvent-ils trouver auprès des associations et des ONG pour prévenir les comportements et exercer une influence réelle et régulatrice auprès des populations ? Thomas Ribémont est maître de conférences en sciences politiques à l'université Sorbonne Nouvelle, directeur de l'Institut d'études européennes. Dans son chapitre intitulé « Répondre aux catastrophes par la localisation de l'aide », controverse dans le monde des ONG humanitaires, l'auteur montre que la localisation de l'aide occupe une place de plus en plus importante dans le discours et les pratiques des ONG humanitaires depuis le sommet humanitaire mondial qui s'est tenu en 2016 à Istanbul. Bien qu'il n'en existe pas une définition universellement reconnue, la notion a été forgée pour permettre de mieux cibler les besoins et les modalités d'intervention pour y répondre. Elle renvoie néanmoins à l'idée selon laquelle les acteurs internationaux, et plus spécifiquement les ONG, doivent accorder un rôle plus important aux organisations locales et nationales dans la réponse humanitaire,
notamment pour anticiper et ou pallier les situations d'urgence faisant suite à des catastrophes. Dans le dernier chapitre Catastrophes et droits S des générations futures. Éviter la tragédie des droits humains. Émilie Gaillard, maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches à Sciences Po Rennes, met en perspective le concept de catastrophe sous l'angle de la protection juridique et judiciaire de l'avenir dans une démarche particulièrement originale. Dans un souci de prévention des catastrophes à venir, elle soulève ainsi la question éthique du droit des générations futures à un avenir viable, résilient et résolument humain. Référence. Dupuis Jean-Pierre pour un catastrophisme éclairé, quand l'impossible est certain Paris, Aide du Seuil 2002. Cravate, Jérémy, L'effondrement parlons-en. Les limites de la collapsologie, Barricade, Cultures alternatives en ligne 2019. Consultez le 15 mars 2022 https://www.barricade.be publication analyse-étude effondrement-parlons-limite-collapsologie. Ikeda, des propositions pour la paix adressées à l'ONU, ACEP, 2018. Servigne, Pablo, Stevens, Raphaël, Comment tout peut s'effondrer, Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, édition. Seuil Col. Anthropocène 2015. Platon, Timée, Chrysia, œuvre complète, tome 10, texte établi et traduit par Albert Rivaux. 4e tirage revu et corrigé, Paris, Société d'édition Les Belles Lettres, Collection des Universités de France, 1963. Wu, Gordon, Calculating Catastrophe, Imperial College Press, 2011. Première partie, a-t-on appris, peut-on apprendre des catastrophes du passé? Chapitre 1, le nucléaire comme catastrophe, sortir du déni. Patrice Bouvray, cofondateur de l'Observatoire des armements, co-porte-parole de HIC en France. Introduction. Il y a un certain paradoxe à parler de catastrophe nucléaire, car le nucléaire est en lui-même une catastrophe au sens premier du terme. Dans le langage courant, l'évocation de catastrophe nucléaire renvoie aux accidents du type de celui de Tchernobyl ou de Fukushima, éventuellement au largage des bombes atomiques les 6 et 9 août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. C'est-à-dire à des événements exceptionnels venus perturber un fonctionnement normal. Or, c'est bien dans son fonctionnement normal que le nucléaire présente des caractéristiques exceptionnelles. Ce qui nous renvoie à la définition étymologique du terme de catastrophe qui signifie un renversement, le passage d'un état à un autre. Car depuis la découverte scientifique et le développement technologique du nucléaire, dans ses dimensions civiles comme militaires, nous sommes bel et bien entrés dans une nouvelle ère qui échappe à ceux qui l'ont engendrée et peut conduire à l'autodestruction de l'humanité. Comme a pu le souligner le philosophe Gunther Anders, il n'y a pas que le totalitarisme qui anéantit l'essence de l'homme, la situation atomique aussi, Anders 1981 page 80. 1. Aspect historique. Le premier développement industriel de l'énergie nucléaire est d'abord militaire. La production d'électricité ou les usages médicaux arriveront dans un deuxième temps, venant déposer un masque pour détourner du caractère mortifère de cette technologie. Certains d'ailleurs parlent même de péché originel. Il s'agit du projet Manhattan, mis en place par les États-Unis en 1942 avec la participation du Royaume-Uni et du Canada. Il mobilisa d'importantes ressources financières et employa plus de 130 000 personnes. Il déboucha le 16 juillet 1945 sur la première explosion dans le désert du Nouveau-Mexique d'une bombe atomique baptisée Gadget, suivie 3 semaines plus tard, du largage de Little Boy, au-dessus de la ville d'Hiroshima et 3 jours après celui de Fat Man, au-dessus de Nagasaki. Les commentaires sont enthousiastes, comme le constate Albert Camus dans son éditorial publié le 8 août. Des journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Les propos du directeur du journal Combat se situent à l'opposé de tous les chroniqueurs, tels ceux du quotidien Le Monde, qui se sont alors contentés de saluer l'exploit scientifique et technique, faisant bien peu cas de l'émotion ou de l'inquiétude qu'aurait dû provoquer une telle invention.
Albert Camus sera un des rares à percevoir immédiatement la rupture que représente cette première utilisation militaire du nucléaire. Nous nous résumerons en une phrase. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Mais son appel ne sera pas entendu, hormis par quelques rares scientifiques et mouvements citoyens qui dès les années 1950 tentèrent de s'opposer à la folle course aux armements qui se déclenchait alors de par le monde. Pourtant, le nucléaire marque un bouleversement majeur dans l'histoire de l'humanité. Les complexes scientifiques, militaires et industriels sur lesquels il repose ont en effet orienté de façon décisive les appareils d'État et les industries de l'après-guerre vers une guerre généralisée aux vivants, souligne Jean-Marc Royer, 2017. Cette technologie est devenue la figure de proue d'une civilisation fondamentalement morbide, mortifère et autodestructrice qui s'est violemment imposée en Occident depuis 2 siècles. Ibidem. Le nucléaire structure l'organisation du monde comme un verrou supplémentaire, s'ajoutant au droit de veto, au profit des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, depuis l'entrée en vigueur en 1970 du traité sur la non-prolifération nucléaire, TNP. Ce traité consacre de fait l'inégalité des États face au respect du droit et des engagements, contrairement au principe de l'égalité souveraine de tous ses membres, inscrit dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies, nous y reviendrons plus loin. Et dans le même temps, le nucléaire repose sur un déni. Le refus d'assumer les conséquences, sur le plan sanitaire, environnemental, sociétal, comme le montre par exemple, toute la problématique de reconnaissance des victimes des essais nucléaires, le refus d'assumer la réalité mortifère de cette technologie, de cette industrie qu'elle soit civile ou militaire. Une situation rendue possible par le secret dont cette technologie est entourée, la puissance de la nouveauté qu'elle représente, et la construction de croyances qui viennent évacuer toute réflexion éthique sur le réel, toute appropriation démocratique au bénéfice d'une illusion technologique accaparée par une élite technopolitique. Le nucléaire est à la fois partout et invisible. Au point que dans un raccourci emprunté à Karl von Clausewitz, il est possible de se demander si le nucléaire, plus que la guerre, ne serait rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Clausewitz 1831. 2. Une catastrophe pour la démocratie. L'arme nucléaire a la particularité de détruire l'agresseur en même temps que l'agressé. Essel, Jacquard, 2012, page 10, pouvant conduire à la fin de l'humanité. Ce n'est pas un nouvel explosif qui accroît d'un facteur 100 ou 1000 le pouvoir de destruction des armes inventées jusqu'alors. Avec cette arme, ce qui est mis en cause, c'est l'ensemble des relations que nous avons les uns avec les autres. Ibidem, page 11. Comme l'expliquent Albert Jacquard et Stéphane Hessel dans un essai publié avec l'Observatoire des armements en 2012 pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle, dont l'élu aura cette impossible charge de déclencher le feu nucléaire, mais toujours d'une brûlante actualité. De plus, cette capacité d'autodestruction, de suicide collectif repose sur des mythes, de fausses croyances, voire même des mensonges délibérés comme nous allons l'examiner rapidement, ce qui représente un déni de la dynamique de développement des sociétés vers plus de transparence et de démocratie tant sur le plan international que national. Un des premiers mythes, toujours aussi persistant notamment dans les médias, et qui a permis d'enraciner la croyance dans le nucléaire, est que la bombe atomique a permis de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale et d'éviter le déclenchement d'une troisième en assurant la paix. Or, l'ouverture des archives en provenance notamment du Japon, de la Russie et des États-Unis a permis de montrer que ce n'est pas le bombardement d'Hiroshima qui a conduit l'empereur à capituler, mais la déclaration de guerre de l'Union soviétique et l'entrée de son armée sur le territoire japonais le 8 août 1945. Le Conseil suprême japonais s'est réuni le 9 août pour acter la capitulation, avant que n'explose la bombe sur Nagasaki. Le rôle des bombes atomiques a été uniquement psychopolitique et non militaire, servant d'argument, d'une part aux États-Unis pour affirmer leur supériorité technologique face aux soviétiques, et d'autre part au Japon pour sauver la face en capitulant non en raison d'une faiblesse militaire, mais face à une innovation technologique. De même, la stratégie de la dissuasion nucléaire, mise en place pour justifier la poursuite du développement de tout un complexe nucléaro-industriel et de la course aux armements atomiques,
ne repose sur aucune rationalité militaire. Censée assurer la paix, la liberté et la sécurité, cette stratégie favorise au contraire l'insécurité. En effet, la bombe atomique n'est pas une arme au sens militaire du terme. Elle n'est pas utilisable pour se défendre, mais pour s'immoler. Il n'y a pas de passage à l'acte possible. C'est un marqueur de puissance. Le concept de dissuasion nucléaire opère dans un champ virtuel, celui de la pensée d'un potentiel agresseur en vue d'obtenir un effet bien réel, l'absence d'agression de sa part compte tenu de la menace brandie. Ce modèle de pensée repose sur l'hypothèse que tous les acteurs impliqués sont rationnels, c'est-à-dire que leurs comportements sont prévisibles. Or, ce n'est pas le cas. Contrairement à une théorie physique qui peut faire l'objet d'une expérience pour en vérifier la validité, la dissuasion est un concept qui n'est testable ni en fait, ni en droit. Sa validité est indémontrable. Elle n'est qu'un simple axiome avant tout d'ordre psychologique, tout en constituant un pari sur la survie même de l'humanité. Dans un ouvrage récent, l'historien Jean-Marc Lepage répertorie depuis 1945 28 épisodes particulièrement aigus, où l'utilisation de l'arme nucléaire a pu être planifiée par l'un des acteurs, guerre de Corée, Dien Bien Pho, crise des détroits, ou être formulée plus ou moins explicitement à l'occasion de déclarations ou lors de gesticulations, guerre du Kippour, Lepage 2021 page 22. À de nombreuses reprises, l'arme nucléaire a été facteur d'insécurité et de graves crises qui ont mis la planète au bord du gouffre, comme par exemple, la crise de Suez en 1956, celle de Cuba en 1962, la crise des euromissiles dans les années 1980, jusqu'à l'Iran ou la Corée du Nord aujourd'hui. Et plus récemment encore l'ex-président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un ont brandi en janvier 2018 la menace d'appuyer sur le bouton. De plus, l'histoire regorge d'exemples où la stratégie de dissuasion nucléaire n'a pas fonctionné. Par exemple, la Syrie et l'Égypte n'ont pas été dissuadées en octobre 1973 d'attaquer Israël qui possédait l'arme nucléaire et avait une supériorité militaire. De même en 1982, l'Argentine savait parfaitement que le Royaume-Uni possédait la bombe. Cela ne l'a pas empêché d'occuper les îles Malouines, et c'est avec de l'armement conventionnel que le Royaume-Uni a riposté pour récupérer son territoire, pas avec la menace d'utilisation de l'arme atomique. Le chercheur américain Ward Wilson a passé au peigne fin les principales crises impliquant les armes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.